vieux, riche, malade et amoureux. Docteur, j'ai une autopsie pour vous, mais vous ne pourrez pas la faire tout de suite. Le corps doit d'abord être rapatrié d'Afrique. C'est par ce coup de téléphone que débute l'une des histoires les plus surprenantes que j'ai connues. Jean-Yves a 65 ans. Son épouse, Isabelle, est décédée d'un cancer qui l'a terrassée en moins d'1 an. Un myéloglioblastome, soit une tumeur cérébrale du genre qui ne pardonne pas ou peu. Le médecin a été très clair. On va opérer et retirer la tumeur, puis faire de la radiothérapie et de la chimiothérapie. Mais il y a souvent des récidives et le taux de mortalité est de 95%. 24 mois pour être clair. C'était clair, mais il n'y a pas de bonne manière d'annoncer à une personne qu'elle va mourir. La loi sur les droits du patient de 2002 contraint le médecin à informer le patient dans un langage simple et court de son état et des différentes options qui s'offrent à lui, puis de recueillir son consentement quant au choix thérapeutique. À la promulgation en 2002, cette loi a fait l'effet d'une bombe et elle a mis de très nombreuses années à être intégrée par les médecins, mais aussi par les patients. Aujourd'hui, elle est enseignée en phase de médecine et est devenue la pierre angulaire de la relation médecine-malade. Nous allons tous mourir. Une des choses qui rendent la vie vivable, c'est de ne pas connaître le jour de sa mort. Et c'est ça que le diagnostic de cancer change. C'est que tout d'un coup, la mort devient réelle. On réalise que le compte à rebours qui s'enclenche dès notre naissance est bel et bien prévenu. Ces mots constituent le début d'un discours que j'ai prononcé lors de l'inauguration d'un centre de cancérologues. Jean-Yves et Isabelle désormais étaient bien conscients que la vie éternelle n'existait pas, mais ils allaient se battre. 5% de survie, c'est 5% de survie. Il fallait y croire. Et certes, c'était la bonne
attitude. Malheureusement, Isabelle ne figurait pas parmi ces misérables 5% et elle était décédée 15 mois plus tard. Jean-Yves s'était isolé, s'était renfermé, vivant sa vie à travers un écran d'ordinateur, seule fenêtre encore ouverte sur le monde. Puis un jour, il reçut une pub déguisée en message personnel. Il cliqua sur le lien et tombe sur un site de rencontre africain qui l'invite à s'inscrire. Jean-Yves s'inscrit presque d'instinct, sans trop réfléchir. L'inscription est faite et il n'y a rien à payer. Il a à peine le temps de mettre sa photo que déjà il est assailli de messages en anglais et en français. Comme Jean-Yves ne connaît pas l'anglais, il se concentre sur les messages en français qui lui disent « Bonjour, comment vas-tu? Es-tu célibataire? Tu es beau. » Tous venant de femmes âgées de 20 à 40 ans, dont les photographies sont splendides. De belles femmes, toutes elles sont vraiment charmantes et Jean-Yves engage la conversation juste pour voir. De toute façon, il n'y a rien de mieux à faire. La première s'appelle Constance. Elle a 24 ans, un très joli visage et de vrais arguments qui ne manquent pas de sauter aux yeux. Elle lui raconte sa vie en Afrique. Il lui raconte la sienne en Europe, son veuvage récent, sa mise à la retraite, sa fille France Isabelle, mariée, 2 enfants. Sa vie, quoi? La discussion s'engage tant et si bien que Constance lui propose une rencontre vidéo via un site gratuit. Jean-Yves, qui ne sait pas comment ça fonctionne, se fait guider par Constance, qui est d'une patience infinie avec lui. Et voilà, le visage de Constance apparaît à l'écran et la discussion devint plus aisée que par écrit, plus vif et plus spontané. Jour après jour, ils se retrouvent toujours à la même heure en vidéo. Jean-Yves retourne de temps en temps sur le site de rencontre et y découvre la quantité de messages qu'il a reçus, mais il n'y répond pas. Constance est là, elle prend de la place. Elle est dans la place. Au fil des conversations, Constance sait tout ce qu'il y a à savoir sur Jean-Yves, même ses maladies et les médicaments qu'il prend. Jean-Yves sait qu'elle a 24 ans, qu'elle souffre d'aucune maladie, qu'elle n'a
jamais été mariée, qu'elle travaille comme coiffeuse, qu'elle n'a pas d'enfants ni de petits amis, de petits amis, car elle a été très déçue par la jeunesse. Par les jeunes gens de son âge. C'est pour ça qu'elle cherche quelqu'un de plus âgé. Son père est mort et sa mère est malade. Elle doit rester à la maison où elle s'occupe de ses frères et sœurs. Ils sont 6, dont Constance, qui est l'aînée. La vie n'est pas facile pour elle. Sans qu'elle ait à lui demander, Jean-Yves, qui a sa pension et qui ne dépense quasiment rien, propose de l'aider. Constance est aux anges. Elle lui dit qu'elle ferait n'importe quoi pour lui. Un homme vrai et généreux. Elle lui propose de verser l'argent par Western Union. Et Jean-Yves s'exécute. La relation s'emballe. Ce sont des mots d'amour qu'ils s'échangent désormais. Jean-Yves en est perplexe, mais il déborde de bonheur. Sa fille, France Isabelle, ne le reconnaît plus. Elle l'interroge, mais Jean-Yves ne dit rien. Il reste muet sur cette relation qui, en moins de 2 semaines, a littéralement changé sa vie. Du côté de Constance, c'est l'inconnu, mais les messages qu'elle envoie à Jean-Yves sont empreints d'amour et d'affection. C'est évident. Constance veut rencontrer Jean-Yves. Elle veut vivre avec lui et venir en Europe. Mais ce n'est pas si simple que cela. Il lui faut un visa. Jean-Yves doit se porter garant, à savoir courir tout le fait et geste de Constance. Jean-Yves qui pourtant a déjà versé de l'argent à Constance pour l'accès de son visa, décide de venir la voir chez elle en Afrique. Constance est ravie. Elle se réjouit de le présenter à sa famille et de l'épouser. Jean-Yves, même s'il est moins pressé pour le mariage, rêve de rencontrer en chair et en os cette délicieuse jeune fille qui le hante depuis 3 semaines et dont il rêve de devenir plus proche encore. La date est fixée, le vol aller et retour sont réservés. Reste à prévenir France Isabelle de son départ. Que va-t-elle dire? Mais surtout, que va-t-elle lui dire? C'est lui dit la vérité. Elle va très mal réagir, il le sait. Qu'à cela ne tient jamais. Jean-Yves décide de lui dire qu'il part en vacances en Afrique dans un bel hôtel qu'il a effectivement réservé d'ailleurs. Sa fille le félicite de partir, respirer un peu, mais pourquoi en Afrique, lui qui n'est jamais sorti de l'Europe?
Les explications de Jean-Yves ne la satisfait qu'à moitié, mais elle n'y prête pas attention, car après tout, s'il veut aller en Afrique, pourquoi pas? Le séjour est prévu pour 2 semaines et le départ 3 jours plus tard, car Jean-Yves n'y tient plus. Après la pluie, le beau temps, bien plus beau qu'il n'a jamais osé l'espérer. Jean-Yves est parti depuis 1 semaine et France Isabelle n'a pas la moindre nouvelle. Ce qu'elle trouve anormal. Elle tente de le joindre sans succès, puis trouve le numéro de téléphone de l'hôtel. Bonjour, j'aimerais parler à mon père, qui est l'un de vos clients. Il s'appelle Jean-Yves X. Nous n'avons personne de ce nom à l'hôtel. Madame France Isabelle tombe des nues. Ce n'est pas possible. J'ai vu qu'il avait réservé une chambre pour 2 semaines chez vous. Il est arrivé le soir le 13. En effet, il y avait une réservation à ce nom, mais elle a été annulée par sa femme. Sa femme? Vous vous moquez de moi. Ma mère, sa femme est morte il y a 1 an. Désolée, madame, mais c'est ce que je lis sur mon document. Par contre, j'ai l'adresse email de la personne qui a annulé la voulez-vous? Et comment qu'elle la veut? France Isabelle est juriste réputée dans la profession pour être une excellente avocate du genre qui ne lâche pas facilement son père. Lui a toujours dit qu'elle ferait une excellente policière. L'adresse email commence par Constance 69. Elle s'appellerait donc Constance, cette femme qui se fait passer pour sa mère. Quant au 69, il est suffisamment suggestif pour que France Isabelle le relève et s'en inquiète. Sûrement une mangeuse d'hommes, se dit-elle. Mais qu'est-ce que son père fait avec une telle femme? Elle écrit un email. Cette personne plutôt gentille, pas agressive, car elle ne peut pas obtenir une fin de non-recevoir. Dans l'attente de la réponse, elle va sur l'ordinateur de son père, mais il a changé le code d'accès. Elle tente plusieurs codes différents, basés sur les grands classiques, à savoir les dates de naissance des membres de la famille, la date de son mariage et même plus glauque, la date du décès de sa mère. Sans succès. Elle avait bien deviné, comme elle l'apprendra plus tard. C'était bien une date de naissance, mais celle de Constance. Son téléphone sonne. Un email est arrivé. C'est son père qui lui annonce qu'il va bien et qu'il lui
téléphonera le lendemain. France Isabelle répond aussitôt, mais son email reste sans réponse, ce qui ressemble bien à son père. Il a répondu une fois, sa fille n'a qu'à s'en contenter. Le lendemain, France Isabelle bout d'impatience en attendant que son téléphone sonne. Enfin, et c'est ce qu'il fait. Vers 10 heures, mais c'est le réparateur du frigo tombé en panne qui annonce sa venue, puis sa secrétaire pour un renseignement, puis un agent de placement de produits qui se fait rapidement et sèchement et conduire. Puis, enfin, son père. Il est 14 heures. Jean-Yves lui explique qu'il a trouvé l'amour auprès d'une jeune fille africaine de 24 ans, rencontrée 4 semaines plus tôt sur Internet, et qu'il va l'épouser dans ce merveilleux pays qu'il découvre avec elle. France Isabelle n'en croit pas ses yeux. Elle se dit qu'il est fou et ensorcelé. Elle tente de le raisonner et les arguments ne manquent pas. Il a quand même 41 ans de plus qu'elle. Personne ne la connaît. Elle en veut à son argent, mais rien n'y fait. La discussion s'envenime et son père lui raccroche au nez sur ses certitudes, sur ses dernières paroles. Je savais que tu ne comprendrais pas. Tant pis. France Isabelle est sur le choc. Jean-Yves, son père, si raisonnable tout au long de sa vie, qui n'a jamais commis le moindre écart, voilà qu'il tombe amoureux d'une fille qui pourrait être sa petite fille et qu'en plus il veut l'épouser, allant même jusqu'à rejeter sa propre fille et sa famille qu'il aime tant. Elle voudrait partir pour ce pays si merveilleux que décrit son père pour l'y retrouver, mais elle ne sait pas où son père se trouve exactement et elle n'a aucune chance de le retrouver sans connaître au moins le nom de famille de sa future belle-mère, dont elle pourrait elle-même être la mère. Toujours sous le choc, France Isabelle écrit un nouveau email où elle explique qu'il y a de quoi être étonnée et qu'elle voudrait discuter, voir ce qu'il est possible de faire pour éviter une dispute. Un email lui parvient en retour très sec qui confirme les propos tenus au téléphone par son père. C'est clair, les ponts sont rompus et elle n'est pas invitée au mariage. Elle n'y serait pas allée de toute manière. France Isabelle réfléchit. Un numéro de téléphone est apparu sur son
écran de portable quand son père a téléphoné. Elle va s'en servir. Elle téléphone à ce numéro et tombe sur un homme à l'accent très prononcé. Bonjour, monsieur. Pourriez-vous me passer mon père? Il vient de m'appeler depuis ce numéro. C'est un photocafé ici, madame. Il est parti, il n'est plus là. Et ah bon, il était seul? Non, il était avec Constance et son frère. Connaissiez-vous le nom de famille de Constance? Oui, c'est X. Ça y est, elle avance. Elle a le nom de la fille et pourrait donc la... Ça y est, elle avance. Elle a le nom de la fille et pourrait donc la retrouver. Il est où votre photocafé? À quelle adresse? Et Constance, elle habite loin? Oh non, dans la même rue. France Isabelle a le nom et quasiment l'adresse de Constance, grâce auquel elle peut retrouver son père. Elle veut empêcher ce mariage. Il y a peut-être un moyen qu'elle ne connaît pas. Elle a beau être juriste, on ne peut pas tout connaître, d'autant plus qu'il s'agit d'un autre pays. France Isabelle téléphone à l'ambassade de Belgique. Dans ce pays, elle tombe sur une secrétaire à laquelle elle explique la situation et qui la met en contact avec l'un des attachés de l'ambassade spécialisé dans le domaine. C'est un homme, il est très grand, très gentil, très doux avec elle. Il connaît bien ces situations qui sont loin d'être exceptionnelles. Ah bon, c'est si fréquent que ça? S'étonna France Isabelle. C'est de plus en plus fréquent. Elles passent par des sites de rencontres, choisissent leur pigeon et espèrent l'amener jusqu'au mariage. La plupart sont déjà mariés et ont des enfants. Elles ne peuvent plus se marier alors. Il y a plusieurs types de mariage dans ce pays et tous ne passent pas par la mairie. Mais si elles ont un mari, comment peuvent-elles fréquenter un autre homme? Leur mari d'ici accepte tant que cela rapporte de l'argent. En moyenne, ils n'ont qu'une seule relation sexuelle avec le mariage quand il y en a un. Quand il y en a une. La plupart des filles expliquent que leur religion leur interdise d'en avoir avant de se marier. Elles jouent les vierges. France Isabelle reste interdite, mais elle n'est pas au bout de ses surprises. Il y a même des
des profils derrière lesquels se cachent des hommes. Ils tentent d'obtenir de l'argent et quand ils en obtiennent, ils font la fête. France Isabelle s'est reprise. Comment peut-on empêcher ce mariage? Il n'y a aucun moyen de l'empêcher. Il est dommage que votre père ne soit pas français. La France a une loi qui interdit le mariage sans en avoir obtenu l'autorisation. Légaux. Vous devriez voir les ciels de demandèrent devant l'ambassade de France. Ils y passent des jours entiers en espérant être revus pour obtenir ce fameux papier qui leur permet de se marier, mais les locales ont compris. Elles se rabattent sur les Belges qui, eux, n'ont pas cette obligation. La fille de Jean-Yves en est désormais certaine. C'est juste un cauchemar, elle va se réveiller. Ou c'est une caméra cachée. Mais elle est bien réveillée et il n'y a pas de caméra. Elle remercie l'attaché d'ambassade qui conclut ainsi. Et si ils ont un enfant, il faudra faire un test génétique car il est souvent de quelqu'un d'autre. Le premier mari que l'on fait passer pour un frère la plupart du temps. Énonciation activée. Mode économie d'énergie. Fermé. Bouton. Énonciation désactivée. Elle repense au frère qui accompagnait Constance et son père tel que l'a décrit le gérant du photocafé. France Isabelle est curieuse. Comment son père en est-il arrivé là? Comment peut-il être à ce point aveugle? Comment peut-il être con comme ça? Où a-t-il mis son cerveau pour l'empêcher de réfléchir à ce point? Les hommes ont-ils vraiment une bite à la place du cerveau? Elle pourrait en venir à le croire. Elle trouve le numéro de téléphone de la mairie locale. Elle l'appelle. Maintenant qu'elle connaît le nom de Constance, elle va pouvoir se renseigner sur la date du mariage. S'il est prévu et il sait il aurait lieu une semaine plus tard. Désormais, il n'y a plus rien à faire. Le temps passe, un mois, puis un deuxième, plus la moindre nouvelle, puis un jour, un email du genre de ce que l'on n'aime pas recevoir. Constance lui apprend que son père est mort. Une mort inattendue, subite. Ces derniers mots ont été pour elle. France Isabelle est anéantie. Elle pose des questions à Constance. Comment est-il mort? Que lui est-il arrivé? Mais les réponses que donne Constance sont plutôt vagues
est imprécise. Elle est très froide quand elle parle de Jean-Yves. Elle ne dit pas mon mari, ni Jean-Yves, mais ton père. Elle est détachée, montre enfin son vrai visage, celui qu'elle a caché à son père durant ces quelques mois. France Isabelle dépose plainte à la police pour suspicion d'homicide. C'est bien gentil, mais qu'est-ce que la police peut faire avec un homme qui aurait été tué dans un autre pays? En fait, et contre toute attente, il existe bien au sein du parquet fédéral et de la police judiciaire une cellule qui s'occupe de ce cas. France Isabelle découvre que son père est loin d'être un cas isolé. Il y a bien d'autres qui se sont laissés avoir au piège de l'amour. Elle tombe des nues. Les journaux n'en parlent pas. Personne n'est au courant. Elle décide de prévenir la presse. La chaîne de télévision nationale de saisie du dossier et lance sa propre enquête. Du côté de la justice, on tente de faire rapatrier le corps de ces malheureux pour pouvoir les autopsier et espérer découvrir la cause de ces décès, qui s'élèvent déjà à une bonne dizaine. Lorsque le cas de Jean-Yves arrive sur mon bureau, j'ai déjà pratiqué l'autopsie de plusieurs de ces hommes. Je ferai également l'autopsie du corps de Jean-Yves, qui ne tarde pas à revenir car sa fille a accepté de payer à sa femme une somme de 15 000 € pour solde de tout compte. D'après les autres dossiers dont j'ai eu connaissance, elle s'en tire à bon compte sur le plan financier car étant épouse, Constance pouvait hériter de tout le patrimoine de son mari, mais elle y a renoncé par écrit authentifié moyennement la somme de 15 000 €. Ces autopsies de ces corps sont toujours assez pénibles, car ils sont généralement dans un état de putréfaction avancée. Lorsqu'ils nous parviennent, les motifs sont multipliés. Le premier est qu'un mort dans un pays chaud putréfie toujours plus vite qu'un mort dans le nord de la Finlande. Le deuxième est que ces personnes ne sont pas mortes en bonne santé. Et le troisième, que les cadavres n'ont pas été conservés au frais avant d'être rapatriés, mais enterrés en pleine terre. En clair, ce ne sont pas
les autopsies les plus agréables à réaliser, non seulement à cause de l'odeur, mais également des difficultés de manipulation en raison de la liquidité des graisses suite à la putréfaction. Il n'empêche qu'on s'habitue à l'odeur à condition de ne pas sortir de la pièce. L'odeur est captée par des récepteurs olfactifs qui se trouvent au sommet des narines. Ces récepteurs captent l'odeur puis en sont situés et n'en captent plus alors que les variations. C'est ce qui fait que messieurs, vous ne sentez plus votre aftershave. Quelques minutes après l'avoir mis